Hey, un petit mot avant de commencer pour vous dire que cette chaîne existe grâce au soutien des tipeurs et se développe grâce à vos partages. Vous savez sans doute qu'en parallèle, je développe une splendide boutique d'artisanat local pour allier le geste à la parole. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter nos dernières créations en matière de coques de téléphone en bois. Elles sont disponibles dès maintenant pour une centaine de modèles de téléphones différents, le lien est en description. Bon visionnage. Salut à tous et bienvenue dans Vite fait, l'émission qui parle vite d'un fait. Il y a quelque temps, la gauche s'est prise de passion pour l'annulation de la dette Covid, et en particulier pour l'annulation de la dette détenue par la Banque de France. Celle-ci a en effet racheté 25% de la dette publique française, pour le compte de la BCE, dans le cadre de la politique de rachat de titres, les fameux quantitative easing. Le président de la Banque de France est donc venu nous expliquer à la radio en quoi ce serait une très mauvaise idée d'annuler cette dette, alors qu'on va voir que c'est exactement ce qu'il est en train de faire, et de telle manière qu'il bousille les épargnants au profit d'un truc débile qui s'appelle l'euro. Et oui, il faut détruire la monnaie pour sauver la monnaie. C'est complètement con. Une dette, elle doit être remboursée tôt ou tard. Pourquoi ? Parce que c'est une question, là aussi, de confiance. Marc Fauvel, prenons un exemple très simple. Si vous me prêtez 100 € et que je vous dis là que je ne vais pas vous rembourser ces 100 €, vous ne me prêterez plus jamais. Or, la France va avoir besoin d'emprunter durablement. Mais je ne m'appelle pas la Banque Centrale Européenne, c'est dommage d'ailleurs pour mon portefeuille, mais alors, aujourd'hui, si un quart de la dette... Restons une minute sur la Banque Centrale Européenne. Ouais. Un quart de la dette aujourd'hui est détenue par la BCE. Et la Banque de France. Si on disait qu'on veut annuler les 600 milliards d'euros à peu près de dettes françaises qui sont détenues par la Banque de France, ça n'est pas une solution, et je le dis très simplement. D'abord, ça n'est pas compatible avec les règles du jeu de l'euro. Alors imaginons un instant, on réécrit les traités et on y va après. Oui, mais alors réécrire les traités, c'est une hypothèse totalement théorique, parce que nous avons engagé notre parole, et il faut avoir l'honnêteté de dire que ceux qui proposent l'annulation de la dette, ça revient à quitter l'euro, parce que nos partenaires ne seront pas d'accord. Si tous les pays de l'Europe voient leur dette annulée au même moment par la Banque Centrale Européenne. Nous sommes pratiquement le seul pays où ce débat ait lieu. Donc il n'y a pas de demande de la part des autres pays, il n'y aura pas de consensus pour changer les règles de l'euro. Mais supposons effectivement une minute que ça soit possible, ça ne rapporterait rien aux Français. Pour une raison très simple, c'est que nous annulons ces 600 milliards. Donc pendant une seconde, nous nous réjouissons parce que nous nous sommes allégés de 600 milliards et donc de cette façon, nous sommes enrichis de 600 milliards. Mais dans la seconde suivante, on constate une perte de 600 milliards pour la Banque de France. C'est la Banque de France qui détenait ses créances. C'est pas très grave, vous allez me dire, elle peut faire tourner la planche à billets et produire des billets, non, ça s'est fait dans le passé. La Banque de France, elle appartient à tous les Français, à vous, à moi, à ceux et celles qui nous écoutent. Et donc les 600 milliards que nous avions gagnés dans la seconde précédente, nous venons de les reperdre dans notre patrimoine. Donc nous n'avons rien gagné, mais par contre nous avons diminué la confiance dans la monnaie. Vous savez, cette clause qui est dans le pacte de l'euro, c'est pas une interdiction comme ça pour gratuite. Elle existe pratiquement dans tous les grands pays. Il n'y a pas d'annulation de la dette, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni au Japon, ni en Grande-Bretagne, parce que ça protège la confiance dans la monnaie. Alors il y a 3 choses très intéressantes à retenir dans son intervention. Déjà, il confirme que l'annulation de la dette est contraire aux traités européens et que personne dans les autres pays de l'UE n'a envie de remettre en cause ces règles. Par conséquent, annuler la dette signifie forcément sortir de l'euro, ce que les intellectuels de gauche prônant l'annulation refusent catégoriquement. Et c'est peut-être pour ça qu'on les entend moins parler de cette idée. Ensuite, François nous explique que ce qu'on gagne d'un côté par l'annulation de la dette publique détenue par la Banque de France, on le perd de l'autre par la baisse de la crédibilité de la monnaie. Sauf qu'il oublie de dire que tous les Français ne seront pas impactés de la même façon, par le gain et par la perte. L'annulation de la dette détenue par la Banque de France profiterait aux 3/4 de la population la moins aisée, qui sont ceux qui subissent le plus les hausses d'impôts et la dégradation des services publics à cause des politiques d'austérité. Tandis que la baisse de la crédibilité de la monnaie impacterait surtout ceux qui ont du capital, qui touchent une rente dessus, et qui ont intérêt à ce que la monnaie reste crédible pour que ce capital conserve sa valeur. Ce qui veut dire que l'annulation de la dette publique détenue par la Banque de France, encore une fois je le précise bien, c'est pas du tout un gain ou une perte équivalente pour tous les Français. C'est un arbitrage entre les intérêts des plus pauvres et ceux des plus riches. Ce qui nous amène au 3e point très important de cette petite intervention. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre à l'entendre parler de crédibilité ? Parce que, sauf erreur de ma part, ça fait quand même quelques années qu'on a balancé l'orthodoxie monétaire par la fenêtre, que ce soit en zone euro ou dans les autres pays occidentaux. Les déficits publics ont explosé, les ratios de dette sur PIB ont explosé,
Et pour financer tout ce merdier, on a ressorti les bonnes vieilles planches à billets qu'on avait juré sur les grands dieux de ne plus jamais toucher. Et on a aussi annulé des dettes de certains pays de la zone euro. Il n'y a pas d'annulation de la dette ni aux États-Unis, ni au Canada, ni au Japon, ni en Grande-Bretagne. Il n'y a pas d'annulation, sauf quand il s'agit de sauver l'euro. C'était justement pour éviter ce genre de dérive qu'on avait interdit le financement des États par la planche à billets, et qu'on les a obligés à se soumettre au jugement des saints marchés financiers pour obtenir du financement. L'idée était simple, les États bien gérés présentant moins de risques devaient être récompensés par un taux d'intérêt faible, tandis que les États mal gérés verraient leur taux d'intérêt augmenter, ce qui les forcerait à se réformer, à faire des économies, à modérer leur endettement, etc. Il s'agissait de les forcer à corriger leur trajectoire budgétaire avant de finir comme le Venezuela. 43% d'intérêt annuel sur des maturités de 10 ans, c'est vrai que c'est un peu cher. Il semblerait que la confiance envers le Venezuela se soit un peu émoussée. Et en 2011, la confiance dans le maintien de certains pays dans la zone euro s'était émoussée de la même façon, conduisant à une augmentation non viable de leur taux d'intérêt, les poussant par un effet procyclique à la faillite et à la sortie de l'euro. Les européistes, voyant leur idéologie condamnée par les principes mêmes qu'ils avaient eux-mêmes mis en place, ils ont d'abord essayé de trouver une solution politique pour corriger les déséquilibres économiques dans la zone euro. Mais les sommes en jeu étaient tellement énormes que les désaccords ont persisté. Je vous renvoie à ma série sur l'euro si ça vous intéresse, notamment les épisodes 4 et 5 qui expliquent tout ça. Alors comme ils voulaient pas mettre fin à l'euro, mais qu'en même temps ils n'arrivaient pas à régler les problèmes, eh bien comme les plus mauvais des mauvais perdants, ils ont triché. Pour sauver l'euro, ils ont balancé toutes les saintes règles à la poubelle. La règle des 3% de déficit annuel, la règle des 60% d'endettement sur PIB maximum, l'interdiction du financement des États par les banques centrales, et j'en passe, il y en a d'autres qui sont plus obscurs. Ils ont fait en fait ce que tous les politiciens font quand la réalité ne correspond pas à leur idéologie. Ils ont triché. Aujourd'hui, tout le monde sait que la France ne remboursera jamais sa dette. D'ailleurs, elle ne fait qu'augmenter. Si la Banque de France est obligée d'en racheter pour des centaines de milliards d'euros sur les marchés financiers, c'est bien parce qu'on a dépassé le seuil de soutenabilité communément admis. L'État ne trouve plus assez d'argent pour financer son déficit à un taux d'intérêt soutenable. Eh bien, on appelle ça faire faillite. Aujourd'hui, la dette des pays occidentaux, c'est une magnifique pyramide de Ponzi. On paye le sortant avec l'argent des nouveaux entrants. Les emprunts qu'on a contractés ne sont pas payés par de nouvelles richesses. On paye les anciennes dettes avec l'argent des nouveaux emprunts. On fait de la cavalerie. Mais les États ont deux énormes avantages pour maintenir le système en place par rapport à un Ponzi ou un Madoff. S'ils ne trouvent pas de nouveaux entrants, ils ont un client qui a des fonds illimités, qui s'appelle la Banque centrale, et qui fournit tout l'argent nécessaire. J'ai besoin de 100 pour payer mon échéance, je ne trouve que 10, c'est pas grave, la Banque centrale fournit la différence. Et ça présente un deuxième avantage, c'est que là où Madoff devait promettre un rendement supérieur à 10% pour attirer les pigeons, les États peuvent se contenter de verser un intérêt de 1 ou 2%, grand maximum, quand il n'est pas nul ou négatif. Et c'est accepté, parce que certains acteurs sont obligés de prêter de l'argent à l'État, quel que soit le taux, pour des raisons réglementaires, et de toute façon, comme je vous le disais, si on trouve pas assez de pigeons, c'est la Banque centrale qui fournit ce qui manque. Donc c'est plus les marchés qui fixent un taux d'intérêt en fonction du risque réel ou perçu, mais c'est la santé financière des États, et en particulier la mauvaise santé, qui conditionne la fixation du taux d'intérêt de manière à ce que la dette reste soutenable. Donc c'est tout l'inverse du système promis par l'euro, où les États mal gérés sont censés être sanctionnés par un mauvais taux d'intérêt, les obligeant à se réformer. Parce que tant que la réforme touche la sécu, les fonctionnaires et ce genre de choses, là ça va, c'est de la bonne remise en question. Mais quand la réforme touche les principes de l'Union européenne, de l'euro et toute la mentalité des européistes, alors là ça les dérange. On va imprimer du pognon, ce sera quand même vachement mieux. Et c'est pour ces raisons que François est un énorme hypocrite qui se fout de la gueule des gens. Parce qu'en début de vidéo, il nous parlait de l'importance de rembourser la dette pour être crédible, mais en fait il défend un système où on ne rembourse jamais la dette. Et en plus, on fait une multitude de petites annulations au fil du temps. Avec des exemples, vous allez tout de suite comprendre le tour de passe-passe. Marc Fauvel, prenons un exemple très simple. Si vous me prêtez 100 € et que je vous dis là que je ne vais pas vous rembourser ces 100 €, vous ne me prêterez plus jamais. Disons que vous empruntez 100 € à quelqu'un.
Et en échange, vous lui donnez une reconnaissance de dette, promettant un remboursement à la fin du mois prochain. L'échéance arrive, mais au lieu de payer, vous donnez un nouveau bout de papier promettant un remboursement de 100 € dans 30 jours. Et 30 jours après, vous donnez encore un nouveau bout de papier promettant un remboursement dans 30 jours. Et vous faites ça pendant 40 ans. Est-ce que vous êtes en train de payer la dette ? Bien sûr que non. Alors maintenant, intégrons plusieurs acteurs dans l'exemple et des taux d'intérêt négatifs. Vous empruntez 100 € à Monsieur A, mais vous ne lui rembourserez que 99 le mois prochain. Quand vient l'échéance, vous allez voir Monsieur B. Vous lui empruntez 99 pour payer Monsieur A et vous ne lui rembourserez que 98. Quand vient l'échéance, vous allez voir Monsieur C. Vous lui empruntez 98 pour payer Monsieur B et vous ne lui rembourserez que 97, etc., etc. Cette fois, on voit bien que votre dette diminue, mais vous n'êtes toujours pas en train de la rembourser. Vous êtes en train de faire défaut. Et c'est toute la magie du système actuel. Au lieu de faire défaut de 100 € auprès d'une personne qui sera vraiment pas contente, vous faites défaut de 1 € auprès de 100 personnes, comme ça se voit moins, et c'est lissé dans le temps. Alors maintenant, imaginez que monsieur A, B, C, D et tous les suivants, ce soit une seule et même personne qui s'appelle la Banque Centrale. Et vous avez compris comment François est en train d'annuler la dette, tout en expliquant l'importance et la responsabilité de la rembourser. Parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. La Banque Centrale crée de l'argent pour le prêter à l'État, afin que l'État rembourse d'anciens prêts détenus par la Banque Centrale, sur lesquels il y a des intérêts négatifs. Donc, 99, 98, 97, 96... Mais ce qui est vraiment dégueulasse, c'est que les opposants à l'annulation de la dette se présentent comme les défenseurs des petits épargnants, protégeant l'argent des petites gens et notre pouvoir d'achat et blabla, alors qu'en fait ils nous enculent dans la coulisse. Parce que ce mécanisme de mini-défaut ne concerne pas que la Banque de France, mais bien tous les prêteurs, surtout si vous ajoutez l'inflation. Annuler la dette, ça a au moins le mérite de l'honnêteté. On se présente à la tribune et on dit « Mesdames, Messieurs, il y a eu des problèmes, ça a été mal géré, donc il faut assainir les comptes et repartir sur de bonnes bases. » Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trop envie de changer de base. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut bien distinguer deux cas que les gens comme François aiment bien amalgamer pour faire peur aux gens, alors qu'ils ont des conséquences quand même bien différentes. Premier cas, si la dette annulée est détenue par Madame Michu, alors oui, c'est sûr qu'elle va pas être très contente. C'est une perte sèche immédiate sur son épargne. Si vous annulez 30% de la dette de l'État, ça veut bien dire que tous ceux qui ont prêté de l'argent perdent 30% des sommes prêtées. Donc ça, c'est le cas qui fait peur, celui où on bouffe l'épargne des gens. Par contre, si la dette annulée est détenue par la Banque de France, alors personne ne perd d'argent. Il s'agit simplement d'officialiser ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire que cette dette n'est pas une dette, c'est de l'impression monétaire suite à des conneries de gestion. Quant à la question de la crédibilité de la monnaie que cette annulation pose, c'est quelque chose qui est déjà perdu à ce moment-là. Il fallait y penser avant de faire n'importe quoi. Quand on dit « le roi est nu », il n'est pas nu parce qu'on dit qu'il est nu, mais parce qu'il s'est pas habillé avant de sortir. Et ben là c'est pareil. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça peut pas durer. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Les réticences à annuler la dette vont bien au-delà des considérations techniques, c'est surtout que ça induit un coût politique énorme pour les décideurs. Aucun d'entre eux n'a envie d'endosser la décision ultra impopulaire d'officialiser la perte d'argent des épargnants. Et même si l'annulation de la dette ne concerne que la Banque centrale, ce serait déjà admettre qu'ils se sont vautrés, que l'euro ne fonctionne pas, et qu'il va falloir faire autre chose. Et ils n'ont pas envie de faire autre chose. Whatever it takes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un politicien et que la réalité ne correspond pas à ce qu'on voudrait ? On triche. La faillite cachée par les taux négatifs et l'inflation, ça permet de sauver les apparences et d'éviter la douloureuse remise en question. Ça permet de monétiser les problèmes tout en disant qu'on ne le fait pas. Au lieu de rayer 30, 40, 50% de l'épargne des gens en une fois, on leur en pique 3-4% par an grâce à un mélange de rendement merdique et de hausse des prix, et sur 10 ans, vous obtenez exactement le même résultat, sauf que les gens n'y voient que du feu.
On grignote un peu votre épargne, un peu votre niveau de vie, et de la même façon qu'aujourd'hui les gens s'étonnent qu'on ne puisse plus vivre correctement avec un SMIC, dans 10-15 ans ils diront « Tiens, c'est bizarre, avant on vivait bien avec 2000 € par mois. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Cette hypocrisie dans la gestion de la monnaie explique le décalage complet qu'il y a dans l'action publique à propos des dépenses de l'État. On les voit mener une politique d'austérité tout en faisant tourner la planche à billets. Ils t'expliquent qu'il n'y a pas d'argent magique, mais l'année suivante c'est open bar, argent magique pour tous, on a trouvé des centaines de milliards. La raison de ce décalage est très simple, tant que personne ne dit que le roi est nu, l'illusion persiste. Aujourd'hui il ne s'agit pas de rembourser la dette, il s'agit de retarder l'échéance du constat de la faillite. Alors on continue de tenir un discours d'orthodoxie monétaire, parce que moins il y a d'endettement, et plus on pourra faire durer le système longtemps. Donc on fait de l'austérité, mais sur les pauvres. Et puis dès qu'il y a un problème qui met en danger le système, surtout on ne remet rien en cause, et on éponge le problème avec la planche à billets et tous les moyens qui sont bons. Et on reprend très vite le narratif sur l'importance de rembourser, sur l'austérité, sur la maîtrise des dépenses publiques, parce que la crédibilité du système et de la monnaie en dépend. Petit à petit, on sacrifie tout, les services publics, le droit du travail, le tissu économique et même la monnaie, pour maintenir en vie des illusions qui s'appellent l'euro, l'Union européenne et le statu quo économique qu'il y a autour. Quelques années de plus, s'il vous plaît. Aussi longtemps que ça tiendra. Parce que quand tout le monde verra que le roi est nu et qu'ils ont foutu le pays par terre, eh bien plus personne ne voudra voter pour nos gestionnaires de l'année et ils vont devoir aller chercher un vrai travail à la hauteur de leurs compétences. Et ça, c'est pas gagné. L'un des grands mensonges de l'époque, il y a maintenant des raisons de paniquer puisque le niveau de vie a commencé à baisser. C'est pas d'ailleurs uniquement lié à la zone euro. Hein. L'Angleterre, ils ont perdu en revenu par tête 3,5% l'année dernière. En France, ça prend plus la forme de la destruction des biens publics, des biens collectifs, mais ça va aussi s'analyser plus tard comme des baisses de niveau de vie. Puis le salaire médian n'a pas l'air très bien barré en France. Et puis la pauvreté augmente. Donc on est dans ce cycle, et ça c'est catastrophique. Je veux dire, ce qui est vraiment catastrophique, c'est 10 ans de baisse programmée du niveau de vie. Mais l'explosion de l'euro, c'est un petit coup de fouet. Il faut voir positif. L'une des difficultés de la situation, c'est que dans l'histoire, quand on analyse les catastrophes historiques, on va trouver effectivement des mégalos, des pervers, des gens dangereux et violents. Mais le gros des catastrophes historiques, et ces gens apparaissent, et quelquefois prennent le contrôle des situations, mais le gros des problèmes apparaît plutôt parce que les gens sont petits et lâches. Pas parce qu'ils sont violents. Et en fait, quand il y a des catastrophes, après coup, on se rend compte que les catastrophes existent parce qu'il y a des tas de gens qui ont été petits et lâches. Hein? Je veux dire, là... Mais c'est même pas la peine de rentrer dans les... Parce que c'est difficile de prendre une décision, c'est difficile de sortir la tête, et puis qu'on préfère que ça soit l'autre. Actuellement, je pense que l'attitude générale de tous les politiques français, c'est d'espérer que c'est pas soi-même qui aura géré l'explosion de l'euro. J'essaie de passer la patate chaude ou le bâton merdeux au suivant parce qu'on a peur de porter... La peur, l'incapacité à agir. Mais regardez, comme l'euro est foutu, mais je veux dire, quand De Gaulle est arrivé au pouvoir, en 1958, il était clair que l'empire colonial français s'était foutu. Et même De Gaulle, il lui a fallu 4 ans pour en sortir de la guerre d'Algérie. Parce que c'est difficile. Et donc on tombe sur le problème de ces classes dirigeantes qui sont enferrées dans une erreur. Mais moi, je vois les choses du côté positif. Puisque l'un des problèmes de nos sociétés, c'est le manque quand même un certain nombre de dynamisme et de renouvellement. Les débats tournent en rond. Regardez le bien que ça a fait quand même à la France, le coup de balai de 1940, au niveau des élites. Certes, un peu douloureux militairement. Mais vous avez vu comme la France était bien après la guerre, tous les vieux cons avaient été nettoyés. Hein? Et là, on peut l'avoir sans frais militaires. C'est-à-dire l'explosion de l'euro, ça va être la délégitimation de tous les connards qui ont fabriqué l'euro. Mais vous imaginez, c'est un monde nouveau, un monde qui écrase la jeunesse et dans lequel il est révélé que les gens responsables, ma génération, que je déteste depuis tout petit, a complètement merdé. Vous imaginez les opportunités de renouvellement? C'est fantastique. Et la dette, une super opportunité. Je ne vais pas refaire mon numéro que j'ai fait toute la semaine dernière sur l'illégitimité de la dette publique.
Mais regardez l'explosion de l'euro en termes d'opportunités, de défaut sur la dette. On peut faire des choses quand une monnaie disparaît. Hein ? Vous voyez ? Un monde de rêve.